Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la conférence annuelle du département Clio de la licence professionnelle qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement. Je me présente, moi je suis Sébastien Charles et voici ma camarade Luna Gogri. Nous sommes tous les deux étudiants à CY Cergy Paris Université sur le site d'Argenteuil. Cette conférence est faite en partenariat avec l'ADARISC, qui est une association d'anciens élèves de l'ENSI de Bourges, qui s'appelle maintenant l'INSA-CVL. C'est une école d'ingénieurs spécialisée en maîtrise des risques. L'idée du partenariat est de faire intervenir des professionnels issus de cette école et d'avoir un point de vue sur les risques et opportunités. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous accueillons Madame Marie Catalan et Monsieur Bruno Coudour, qui sont tous les deux issus de ce réseau. Cette année, la conférence ça va avoir pour thème l'innovation au service de la transition écologique. Aujourd'hui, il est absolument essentiel de revoir nos modèles économiques qui sont très gourmands en ressources. Et les acteurs de la transition écologique et de l'économie circulaire nous montrent que des solutions existent. Nous allons commencer avec Madame Lydie Tolmer, juriste dans les droits des affaires, qui nous parlera de l'obsolescence programmée. Ensuite, Madame Catalon, consultante en santé sécurité au travail, qui fera une intro à l'économie circulaire avec un petit documentaire d'une dizaine de minutes. Monsieur Bruno Coudour, enseignant-chercheur sur l'analyse du cycle de vie avec thème le blocage non technique et l'analyse du cycle de vie. Ensuite, nous aurons Monsieur Pierre Marty, qui est un enseignant-chercheur à l'École centrale de Nantes, sur le thème de l'innovation technologique au service de la transition écologique, et qui fera un retour sur les différents projets techniques. Et pour terminer, nous aurons Monsieur Guillaume Desmond, qui est coordinateur chez le collectif R, et qui abordera les low technologies et la manière dont on peut innover. C'est une conférence qui va durer environ 2 heures. Il y aura donc deux phases de questions, une à la fin de l'intervention de Monsieur Coudour et une deuxième à la fin de l'intervention de Monsieur Desmond. Les questions pourront être posées dans le chat et nous espérons que vous passerez un agréable moment. Donc, nous passons tout de suite avec Madame Tolmer sur l'obsolescence programmée. Je vous laisse la parole, Madame. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation déjà et je salue toutes les personnes qui ont pu se connecter pour cette conférence et notamment pour ma partie qui est l'obsolescence programmée. Alors, je vais faire un partage d'écran pour pouvoir vous montrer un PowerPoint qui est juste ici. Voilà. Si tout le monde le voit, on est bon. Alors, effectivement, moi, ma spécialité, c'est l'obsolescence programmée. Pourquoi? Parce que lors de mes études, je me suis intéressée au phénomène et j'ai appris énormément de choses et j'ai fait mon mémoire de fin d'année de Master 2 sur l'obsolescence programmée qui a été publié. Le mémoire a été publié, il est retrouvable en libre de droit sur Internet. Donc, si vous avez 160 pages de volonté, n'hésitez pas à le consulter. Alors, on va partir d'abord sur les trois types d'obsolescence programmée. En fait, on considère qu'il y en a trois grandes catégories d'obsolescence programmée. Il y a d'abord l'obsolescence technique, l'obsolescence esthétique et l'obsolescence logicielle. Alors, on va tout de suite parler de l'obsolescence technique qui est la plus connue et la plus visible. Il y a d'ailleurs trois sous-catégories sur cette obsolescence technique. Il y a d'abord l'obsolescence par défaut fonctionnel, qui en fait a pour but de réduire la durée de vie des produits, donc d'avancer la fin de vie de l'appareil par une panne, un dysfonctionnement. Et donc, les producteurs font en sorte, finalement, que si une seule et même unique pièce de l'appareil tombe en panne, c'est l'appareil entier qui ne peut pas être réparé. Et en général, il n'est pas possible de faire réparer le bien, soit parce que c'est moulé le bien en fait est conçu de façon à ce qu'il ne soit pas réparé. C'est-à-dire que si par exemple un ordinateur vous a un problème sur le clavier, vous ne pouvez pas réparer que le clavier parce que en fait, le clavier est parfois soudé au reste de l'ordinateur, donc un ordinateur portable. Et puis aussi parce que c'est le coût finalement de la réparation, puisque le coût est extrêmement plus onéreux finalement que de racheter un produit. Parce que ça engendre bien sûr le coût de la pièce, le coût de la main-d'œuvre et bien évidemment les frais de transport. Parce qu'il faut savoir que la plupart des pièces détachées ne sont pas fabriquées en France, c'est délocalisé dans les pays souvent d'Asie et donc il faut faire acheminer le bien. Il faut savoir que seulement 44% des appareils tombés en panne sont réparés. Dans les autres cas, en fait, en général, les gens ne réparent pas le bien, sauf lorsque c'est vraiment des biens assez onéreux, tels que des montres de luxe ou des voitures, ce genre de choses, où là, vraiment, les personnes souhaitent faire réparer le bien.
Et donc, dans The Story of Stuff de Annie Leonard, pardon, militante altermondialiste, elle explique sous une sorte de petit dessin animé, si vous préférez, le cycle de vie des produits manufacturés, de l'extraction des matières premières à la fabrication des produits et bien évidemment à l'élimination de ces produits. Et elle affirme, alors ça c'est aux États-Unis, hein, donc ce n'est pas vérifiable en France, mais j'ai trouvé que le chiffre était assez intéressant. Elle affirme que 99% des biens qui sont achetés aux États-Unis sont jetés à la poubelle dans les 6 mois qui suivent leur achat. Malheureusement, ce documentaire, ce petit dessin animé n'explique pas pourquoi c'est jeté dans les 6 mois. Elle ne dit pas que c'est parce qu'ils sont tombés en panne ou parce que les gens n'en avaient plus besoin ou parce qu'ils ont acheté un autre produit un peu plus neuf ou un peu plus, avec une technologie un peu plus avancée. Donc malheureusement, on ne peut pas trop savoir. Ensuite, il y a l'obsolescence indirecte. Donc, c'est en fait, ça se caractérise par le fait que les produits associés, les accessoires au bien principal, ne sont plus, voire plus du tout disponibles. Pas vraiment disponibles ou plus du tout disponibles. Et donc, vous ne pouvez plus utiliser l'accessoire en tant que tel, enfin, le bien principal en tant que tel. Alors, ça peut paraître un peu abscon comme ça, mais je vais vous donner un exemple. C'est souvent celui des imprimantes. Bien évidemment, une imprimante ne fonctionne qu'avec des cartouches. Et donc, à partir du moment où le fabricant cesse de faire distribuer ses cartouches, cesse de vendre les cartouches, et bien dans ce cas-là, votre imprimante, en général, ne peut plus imprimer parce que maintenant, vous avez des imprimantes qui n'acceptent que certaines cartouches et pas d'autres. Et donc, c'est un peu compliqué. Donc, il suffit tout simplement d'arrêter la commercialisation des cartouches pour finalement faire en sorte que votre imprimante, vous devez la jeter pour pouvoir en racheter une autre. Et enfin, l'obsolescence par notification, c'est en fait, ça consiste à concevoir un produit de sorte que ce produit signale à l'utilisateur quand il est nécessaire de réparer le produit ou de le remplacer. C'est un produit consommable qui est voué à être jeté et qui est déclaré obsolète par un autre produit. Alors, je vais vous donner le même exemple que précédemment, c'est toujours les imprimantes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'imprimante qui vous dit le moment où il n'y a plus d'encre dans les cartouches. Et en fait, une étude a été faite, des expériences ont été faites pour démontrer qu'en fait, il reste souvent suffisamment assez d'encre pour imprimer encore des dizaines et des dizaines de pages. Et parfois même, il reste jusqu'à 50% d'encre dans la cartouche, alors même que l'imprimante indique qu'il faut jeter la cartouche. Donc ça, c'est un vrai problème. D'ailleurs, on verra un peu plus tard, mais un fabricant d'imprimante a été assigné en justice pour obsolescence programmée en 2017 pour cette pratique-là. Parce que lors des expériences qui ont été faites, il a été démontré que près de 50%, il restait encore à peu près 50% d'encre dans la cartouche au moment où l'imprimante disait qu'il fallait changer la cartouche parce qu'elle était vide. Donc voilà, il y a trois sous-catégories d'obsolescence technique. Je ne vous parlerai pas de l'obsolescence par péremption parce que ça touche les denrées alimentaires et surtout la santé. Donc, ce n'est pas forcément une obsolescence qui est décriée puisque ça touche la santé et les aliments. Mais il faut savoir qu'elle existe, l'obsolescence par péremption. Donc, comme je disais, comment se matérialise l'obsolescence technique en général? C'est des pièces plus fragiles ou fragilisées, c'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple très, très rapide sur les machines à laver. Il faut savoir que maintenant, les machines à laver ne sont plus dotées de cuves en inox, mais elles sont dotées de cuves en plastique. Et il a été on va dire, démontré, en tout cas, il a été constaté à plusieurs reprises que parfois la cuve en plastique se déforme sous la chaleur de l'eau qui est utilisée pour laver le linge et que parfois il suffit d'une seule pièce laissée dans une des poches de pantalon pour casser la machine, enfin, en tout cas la cuve en plastique, puisqu'avec le système de rotation, la cuve n'est pas suffisamment assez résistante pour pouvoir supporter les chocs des objets autres que des vêtements. Et puis aussi, bien sûr, les condensateurs. Alors ça, c'est parmi mes préférés. Il faut savoir qu'en fait, les téléviseurs, pour s'allumer et s'éteindre, il y a ce qu'on appelle des petits condensateurs. Et en fait, les condensateurs, ils craignent un peu la chaleur. Il faut savoir que plus le téléviseur est plat et plus le téléviseur chauffe. C'est normal. Enfin, c'est normal. En tout cas, c'est ainsi. Et il faut savoir que chez certains professionnels, certains fabricants, on a constaté qu'en fait, les condensateurs ont été placés juste à côté des dissipateurs de chaleur. Donc, à partir du moment où en fait, vos condensateurs il chauffe, il craque, votre télé ne s'allume plus. Et donc, il a été démontré, il a été constaté par des réparateurs qu'en fait, ça a été fait exprès. Certains fabricants font exprès de mettre les petits condensateurs à côté des dissipateurs de chaleur. Et puis aussi des produits indémontables. Alors,
je vais aller très très vite sur ce point. Produit fondamental, je pense aux iPods. Je ne sais pas si vous vous souvenez là. Je pense que vous étiez un peu jeune pour vous en rappeler. C'était en 2001. Donc je pense que c'était quand même très jeune. Il y a eu en fait le scandale aux États-Unis des iPods. En fait, Apple, je n'ai rien contre Apple, mais je vais beaucoup en parler. Apple, en fait, a été un des premiers, un des pionniers à intégrer ces batteries inamovibles dans ses produits. Avant, la plupart des batteries, que ce soit les ordinateurs, les téléphones portables, étaient amovibles. Maintenant, depuis l'ère Apple, les batteries sont inamovibles. Et il faut savoir que les iPods avaient déjà la batterie inamovible. Et les gens ont constaté aux États-Unis que la durée de vie d'une batterie était de 18 mois. Et donc, au bout de 18 mois, votre batterie ne fonctionnait plus et donc votre iPod ne fonctionnait plus. Et donc, il y a une class action qui a été lancée. Et Apple, pour éviter d'aller jusqu'au procès, bien évidemment, s'est engagé à changer tous les iPods des réclamants, des plaignants. Donc voilà, il y a un peu de tout. Voilà, je voulais voir. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas ou d'autres exemples que je pourrais vous donner pour mieux comprendre le concept. Mais c'est vraiment l'obsolescence la plus connue finalement parce que c'est celle qu'on voit le plus, les produits qui ne sont pas réparables, on ne trouve pas la pièce détachée, elle vient de loin, elle coûte cher, ce genre de choses, des produits aussi beaucoup plus fragiles, des composants plus fragiles qui font que on jette plus vite finalement les biens qui ont été achetés il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, l'obsolescence esthétique. Alors, c'est une obsolescence un peu perverse qui n'est pas vraiment perçue pour beaucoup comme de l'obsolescence. Et c'est une phrase que j'ai mis là sur le PowerPoint que j'aime beaucoup, qui est de Brooke Stevens, qui est un designer industriel des années 50. Américain, qui indique qu'en fait l'obsolescence esthétique, c'est ni plus ni moins l'envie d'instiller chez le consommateur l'envie de posséder quelque chose d'un peu plus neuf, un peu mieux, un peu plus tôt que nécessaire. Et c'est littéralement ça. On peut l'appeler aussi obsolescence psychologique, marketing ou encore perçu. C'est vraiment la volonté finalement de donner envie au consommateur d'acheter un nouveau bien alors qu'il n'en a pas envie et alors que celui-ci n'est pas encore tombé en panne. C'est par exemple, votre téléphone fonctionne très bien, mais il y a le dernier qui est sorti et finalement, il a un design beaucoup plus épuré, beaucoup plus sympa et franchement, ça serait bien de l'avoir. Donc voilà, c'est un peu une obsolescence un peu particulière, mais qui fait des ravages parce qu'elle ne repose pas sur de la panne et il n'y a pas de levier vraiment pour lutter contre cette obsolescence, à part peut-être un peu la sensibilisation, faire attention à ce qu'on achète et est-ce qu'on a vraiment envie de ce bien-là alors qu'on a à peu près le même qui a 2 ans de plus mais qui fonctionne encore très bien. Voilà, donc il y a effectivement donc toute cette caractéristique, donc tout ce qui est stratégie marketing, le design, la segmentation, on en parlera un peu plus tard, la mode, la publicité. Il faut savoir qu'il y a un jury déontologique de publicité, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec la publicité, tout ce qui est et de plus en plus, la publicité est de plus en plus encadrée pour faire en sorte que la publicité soit devenue un peu plus, citoyenne et prenne un peu plus en compte l'environnement et l'écologie. L'obsolescence logicielle qui est de plus en plus importante, c'est une obsolescence qui va devenir plus importante même que celle de l'obsolescence technique, pardon, qui s'appelait avant l'obsolescence par incompatibilité. Donc c'est en fait ni plus ni moins elle vise à rendre inutile un produit par le fait qu'il n'est plus compatible avec les versions ultérieures. Et je vais vous donner un exemple assez concret, c'est notamment tout ce qui est mise à jour des smartphones. Il faut savoir que jusqu'à très récemment, il n'y avait pas d'obligation à ce que les mises à jour soient réversibles. Maintenant, depuis 2021, fin 2021, maintenant les mises à jour, on va dire, de design, pas les mises à jour de sécurité, mais les mises à jour un peu les mises à jour qui ne sont pas de sécurité doivent maintenant être réversibles. Et il faut savoir qu'en fait, certaines mises à jour font bugger le téléphone. Il y a eu énormément de mails de gens qui disaient j'ai mis une mise à jour de mon téléphone ne fonctionne donc plus. Parce que la mise à jour a fait bugger mon téléphone. Ou parfois, la mise à jour est trop lourde pour mon téléphone parce que mon téléphone est trop ancien, la mise à jour est trop lourde, je ne peux pas mettre à jour mon téléphone, donc je ne peux plus m'en servir. Ou alors, parfois, et ça arrive de plus en plus, parce que nous avons de plus en plus d'appareils connectés, et donc il arrive, et on a de plus en plus de témoignages à ce propos, que le fabricant, le professionnel, arrête de mettre
arrête finalement de distribuer ces mises à jour, de commercialiser ces mises à jour. Et donc, sans mise à jour, la plupart des appareils connectés ne peuvent plus fonctionner, tels que les montres connectées, les GPS connectés, beaucoup de produits connectés qui, sans mise à jour, sont totalement inutiles. Les origines du phénomène d'obsolescence programmée, ça va être, je vais essayer d'être très rapide parce qu'il y a énormément d'acteurs en fait qui finalement ont participé au phénomène de l'obsolescence programmée. Première manifestation connue, on va dire, c'est 1924, décembre 1924, le cartel de Phébus. Je vous fais un résumé très rapide de la situation. Si vous voulez, il y a une page Wikipédia sur ce cartel, donc si vous voulez, vous pourrez lire ce qui comporte ce cartel. En fait, c'est ce qu'on appelle le cartel des lumières, entre guillemets, des lampes. C'est-à-dire qu'en fait, dans les années 20, la durée moyenne des ampoules, c'est 2500 heures. Et les grands fabricants occidentaux se rendent compte qu'il n'y a plus personne qui achète d'ampoule, en fait. Et donc, ils décident de créer un cartel. Alors, vous avez l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, etc., qui décident de créer un cartel pour réduire, finalement, le nombre d'heures à 1000 heures. Donc, on est passé de 2500 à 1000 heures. Et le deuxième objectif de ce cartel, c'était d'empêcher d'autres acteurs, d'autres concurrents d'entrer sur le marché. Bon, sur la deuxième partie, ils ont perdu, ils n'ont pas réussi à empêcher l'arrivée d'un concurrent qui a réussi à arriver en 1931. Pardon. Il y a la Seconde Guerre mondiale qui est rentrée, donc le cartel n'a pas pu continuer à vivre, et ensuite, finalement, le cartel a été découvert en 1942, il n'a été jugé qu'en 1953 au Royaume-Uni. Cependant, ce n'est pas l'obsolescence programmée qui a été retenue, mais c'est une entente sur les prix, et non pas l'obsolescence programmée, alors même qu'on est passé de 2500 heures à 1000 heures. Donc là, c'était vraiment la volonté de réduire la durée des produits pour forcer les gens, au bout de 1000 heures, à racheter une ampoule. Donc voilà, ça n'a pas été modifié ainsi, et de toute façon, le jugement n'a jamais été appliqué. Donc, pas forcément d'intérêt. General Motors, des années 30. Alors, Alfred Sloan, qui était le directeur général de General Motors de 1923 à 1946, a vite compris que pour battre le numéro 1 mondial, qui est Ford, qui était Ford à l'époque, il va devoir, on va dire, changer la politique de l'entreprise, parce que Ford, c'était une seule voiture de la même couleur, fiable, etc. Et en fait, Sloan a créé ce qu'on appelle la segmentation, qui existe encore dans l'industrie automobile et qui considère qu'en fait, il va proposer aux revenus modestes la voiture la plus basique, et au fur et à mesure que vous allez monter en revenus, vous allez donc augmenter en catégorie socio-professionnelle, vous allez avoir envie d'acheter une voiture qui est plus sophistiquée, qui a plus d'options, etc. Et donc ça, il a créé, finalement, c'est Sloan qui a créé le terme segmentation dans l'industrie automobile. Bernard Landon, qui est en fait le premier à avoir théorisé l'obsolescence programmée, il a écrit un livre, vous pouvez le lire, il a été traduit en français, il fait à peu près une 50aine de pages, qui théorise finalement l'obsolescence programmée, qui donc explique comment il imagine finalement comment seraient les pays, la consommation, l'économie de pays si l'obsolescence programmée était légale et obligatoire. Donc ça, c'est son idée en fait, c'était de rendre, pour relancer l'économie qui était mise à mal par, bien sûr, la Grande Dépression de 1929, c'était vraiment de rendre obligatoire l'obsolescence programmée et de faire en sorte que les gens n'aient pas l'impression de toujours payer pour racheter un produit, parce que vous auriez des petits coupons lorsque vous rendriez votre produit, etc. Les bas de nylon de pont de Nemours, je vais passer très vite dessus. Il y a eu un scandale, c'était des bas qui étaient incassables et qui, en fait, on s'est rendu compte, comme pour les lampes, que plus personne n'en achetait. Et donc, on a fait en sorte de les rendre un peu plus filables, on va dire. Et puis, mon cher Brooks Stevens de 1954, qui a été le premier en fait, alors je dirais pas créer, mais en tout cas théoriser l'obsolescence esthétique. Et puis les années 2000 avec tout ce qui vient l'obsolescence technique finalement, et bientôt maintenant, je pense 2020, l'obsolescence logicielle. Mais voilà un peu les origines du phénomène. Les impacts. Alors forcément, les impacts sont énormes. Il y a beaucoup d'impacts de l'obsolescence programmée. L'épuisement des ressources, tout d'abord. Il faut savoir que, alors ça date un petit peu parce que je n'ai pas réussi à trouver les chiffres récents, mais l'OCDE, qui en partant des niveaux connus en 1999, donc ça date de beaucoup, et en maintenant un taux de croissance à 2%, les réserves de cuivre, plomb, nickel, argent, étain et zinc ne dépasseraient pas 30 années.
et celles d'aluminium et de fer se situeraient entre 60 et 80 années en moyenne. Alors, il faut savoir aussi que la plupart des produits, notamment les téléphones, alors j'ai rien contre les téléphones, j'en ai un, mais les téléphones portables ont besoin de beaucoup de terres rares parce que c'est des tout petits matériaux et en fait, les terres rares permettent la miniaturisation des matériaux. Et en fait, pour atteindre ces terres rares, il faut faire des grandes excavations et donc détruire des hectares et des milliers d'hectares pour récupérer ces terres rares qui se trouvent en fait de plus en plus enfouies dans la terre. Et donc, du coup, on détruit une faune et une flore qui est pourtant indispensable pour la biodiversité. Il y a bien évidemment les déchets, forcément, puisque si on jette plutôt que prévu et qu'on jette pas, alors que ce n'est pas en panne, eh bien, il y a des déchets. Il faut savoir que les Français jettent 22 kilos de déchets d'équipements électriques et électroniques. C'est à peu près 6 kilos de plus qu'il y a 10 ans. C'est par an et par habitant, hein, les 22 kilos. Hein. Donc, quand vous avez une famille de 4 personnes, il faut multiplier par 22. Et ensuite, bien sûr, le recyclage, parce qu'on ne sait pas recycler. En fait, on jette des ordinateurs, on jette des téléphones, on jette des machines à laver, on jette des frigos, mais on ne sait pas les recycler. Et donc, du coup, ça finit dans des décharges à ciel ouvert. Il faut savoir qu'en fait, le recyclage ne concerne que 30% de ce qu'on jette. Le reste, ça part dans des filières informelles, à 70% des cas, et c'est souvent incinéré. Et donc, c'est extrêmement mauvais pour la santé et enfin, mauvais pour la planète. Et puis, des problèmes pour l'homme, forcément. Puisque on incinère, on enfouit des déchets et forcément ça se répand dans l'atmosphère, ça se répand dans les sols et c'est extrêmement mauvais pour les plantations, pour les cultures, pour les récoltes, etc. Et je voulais aussi vous parler de ce qu'on appelle les sorties pour valorisation. En fait, comme on ne sait pas recycler, et bien nous, ce qu'on fait en tant que bons occidentaux, on les envoie dans les pays d'Afrique et les pays d'Asie. En disant bah, c'est altruiste puisque c'est en fait des sorties pour valorisation, ce qui fait qu'on va, envoyer des produits pour aider ces pays-là à avoir accès à la technologie. Sauf qu'en fait, parmi des conteneurs, on envoie à peu près entre 20 et 50 millions de tonnes de déchets par an dans ces pays-là. Et en fait, dans ces conteneurs, il y a un ou deux appareils qui fonctionnent et le reste, ça ne fonctionne pas et ça finit dans des décharges à ciel ouvert. Quelques chiffres, alors je ne vais pas tous vous les donner parce que vous savez lire, mais je voulais vraiment vous parler de 2-3 chiffres qui m'intéressent et notamment qui ne sont pas forcément là, c'est ce qu'on appelle le sac à dos écologique. Ce qu'on voit en fait en premier, c'est les 70 kilos, c'est le poids de matière première nécessaire pour fabriquer un smartphone de 70 grammes. Voilà, quand vous achetez votre smartphone de 70 grammes et que vous le jetez au bout d'un an et demi, vous ne jetez pas que 70 grammes, vous jetez 70 kilos de matière première. Et c'est le cas pour tous les produits. Par exemple, un ordinateur portable de 2,8 kg, vous ne jetez pas que 2,8 kg, vous jetez exactement 434 kg de matière première. Et donc, forcément, si vous changez d'appareil beaucoup plus régulièrement, alors même qu'ils ne sont pas forcément en panne, bah, ce n'est pas que 70 grammes ou que 2,8 kg vous jetez, c'est toute la chaîne en amont, en fait. Et puis forcément, le Global Overshoot Day, qui est calculé tous les ans, qui se rapproche. Hein. C'est-à-dire que je crois, sauf erreur de ma part, qu'en 70, il a été calculé pour la première fois en 1970, le Global Overshoot Day a eu lieu, excusez-moi, le Global Overshoot Day a eu lieu le 30 décembre 1970 et maintenant, il est le 29 juillet. Mondialement, j'entends, et pour la France, c'était le 5 mai. Donc en fait, on a déjà épuisé nos ressources en tant que Français de ce que la planète peut produire. Et puis, bien évidemment, le nombre de planètes dont on a besoin. Si on vit tous comme des Qataris, il nous faudrait presque 10 planètes chaque année pour subvenir à nos besoins. Alors voilà, une nouvelle forme d'obsolescence programmée, l'obsolescence écologique. C'est une nouvelle forme, je trouve, parce qu'en fait, on incite les gens à jeter leurs vieux appareils électriques, leurs vieux frigos, leurs vieilles machines à laver, parce que ça consomme beaucoup d'électricité. Et en fait, là, comme je disais, on peut pas recycler. Donc, en fait, c'est des déchets qui ne servent à rien parce que les produits sont encore fonctionnels. Et enfin, l'effet rebond. Un peu plus vite, parce que j'ai l'impression que je vais dépasser le temps de parole. L'effet rebond, c'est bien évidemment, en fait, on permet à une majorité de population d'avoir accès à certains produits. Vous savez, quand les produits viennent de sortir, ils sont toujours très, très chers. Les premiers magnétoscopes, les premiers téléphones portables, etc., c'est extrêmement cher et peu de gens peuvent se le permettre. Et en fait, grâce à l'accès à la technologie, de plus en plus de gens peuvent se le permettre, mais ça veut dire qu'en fait, on jette de plus en plus. Donc, c'est un peu l'effet rebond. Déclaration d'obsolescence programmée, j'en parlais tout à l'heure, c'est Epson, première plainte en France pour obsolescence programmée depuis 2017. Ça n'a toujours pas été jugé.
parce que je pense que le juge qui a eu ce dossier sur le bureau a dû avoir très très peur, puisqu'en fait, il n'y a pas de précédent, il n'y a pas de jurisprudence. Et donc, c'est quasi impossible à juger parce que il n'y a pas d'autre cas sur lequel le juge peut s'appuyer pour décider si oui ou non il y a obsolescence programmée. Apple aussi, fin 2017, Apple avait mis à jour certains téléphones, avait proposé des mises à jour de certains téléphones qui n'étaient pas réversibles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, du fait de cette mise à jour, les téléphones étaient totalement inutilisables parce que trop lents et les gens ont dû racheter des téléphones. Et donc, Apple a admis son erreur et a été condamné. Alors, pas condamné pour obsolescence programmée, mais pour pratique commerciale trompeuse et une amende assez salée par la DGCCRF, qui est l'organisme de répression des fraudes en France. Comment lutter contre l'obsolescence programmée? Il y a une loi, heureusement, la seule en Europe depuis 2015. On est précurseur là-dessus. Des garanties légales, bien évidemment, des garanties contractuelles et des directives. Je ne parlerai pas des directives parce que ce ne sont pas vraiment des directives qui luttent à proprement parler contre l'obsolescence programmée. Mais si vous voulez, vous me demanderez les numéros et je vous les donnerai. Obsolescence programmée, une loi dans le Code de la consommation. Depuis, alors elle a été modifiée, donc ça apparaît depuis 2015, ça a été modifié en novembre 2021. La sanction, 300 000 € d'amende, jusqu'à 5% du chiffre annuel de l'entreprise et 2 ans d'emprisonnement. Malheureusement, pour l'instant, personne, aucun juge, aucun procureur de la République n'a été assez brave, on va dire, pour s'atteler au problème. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de jurisprudence à ce sujet. Et donc, il est très compliqué de pouvoir engager d'autres actions pour obsolescence programmée si on n'a déjà pas un premier jugement. Une garantie égale de conformité qui est une garantie obligatoire des professionnels envers le consommateur. Elle est de 2 ans à compter de l'achat. C'est une garantie qui permet donc soit le remboursement, soit l'échange, soit la réparation et maintenant la réduction du prix. C'est une nouveauté depuis fin 2021. Elle est valable pour tous les achats en Europe parce que c'est une garantie européenne, communautaire. Donc, c'est tous les achats en Europe, que ça va de votre bouilloire à votre appareil téléphonique, enfin, de votre appareil, que peu importe l'appareil, à vos chaussures, à vos vêtements, à votre frigo, à votre voiture, ça va pour tout. C'est une garantie qui est sur tous les produits que vous achetez en France et en Europe. La garantie égale des vices cachés, c'est la plus ancienne, elle date de 1804, date de création du Code civil par Napoléon. Elle n'a pas changé depuis 1804, elle est toujours sous cette forme-là. C'est 2 ans à compter de la découverte du vice dans l'un délai de 5 ans à compter de l'achat. Donc, vous avez un délai de prescription, un délai de forclusion, c'est un peu spécifique et ça vaut aussi entre particuliers, ce qui n'est pas le cas pour la garantie égale de conformité. Les garanties contractuelles. Alors, ce sont des garanties commerciales, si vous préférez, ce sont des garanties qui vous sont offertes finalement par soit le vendeur, soit le fabricant, soit l'importateur, et qui doivent être spécifiées dans le contrat que vous signez avec le professionnel pour savoir en fait ce que contient cette garantie. Est-ce que c'est que la main-d'œuvre? Est-ce que c'est les pièces? Est-ce que c'est les pièces et les main-d'œuvre? Est-ce que c'est le remboursement? Est-ce que c'est la réparation? Est-ce que c'est l'échange, etc. Donc ça, quand le professionnel vous propose une garantie contractuelle, une garantie commerciale, il doit vous remettre un document qui vous précise l'étendue finalement de cette garantie commerciale. Et donc, je finis avec cette dernière slide. Je suis également membre de l'association HOP, alors pas comme la compagnie aérienne, rien à voir, c'est plutôt Halte à l'obsolescence programmée. C'est vrai que ça peut pas porter à confusion pour le coup, parce que si vous tapez HOP sur Google, il va vous faire aller de Paris à Marseille, hein, rien à voir. Donc, c'est une association qui a été créée en 2015, suite en fait à la suite de l'interdiction dans la loi de l'obsolescence programmée. Et donc, son rôle, ça a pour but de sensibiliser, d'informer la population, d'engager les procédures. La procédure Epson et Apple, que je vous ai parlé juste avant, c'est l'association qui les a menées et qui mène régulièrement des actions et qui aussi rédige des analyses sur tout un tas de produits, les téléviseurs, les collants, etc. N'hésitez pas, hein, sur le site, c'est très bien fait, vous pouvez lire toutes les analyses qui ont été faites. Et puis, on fait aussi pas mal d'actions permanentes, d'actions coup de poing. On fait le Green Friday en opposition au Black Friday pour essayer de faire en sorte que les gens ne consomment pas à outrance alors qu'il n'y a pas forcément de nécessité. Ce sera tout pour moi. J'espère que je n'ai pas trop dépassé et je reste à votre disposition si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sébastien, ton micro est coupé. Excusez-moi. Donc, je disais merci beaucoup pour votre intervention qui est très intéressante.
Et maintenant, nous allons donner la parole à Madame Catalan, qui va nous introduire le sujet de l'économie circulaire. La suite du film montre en fait les trois expériences dont on a pu voir quelques extraits au fur et à mesure des différentes activités de l'économie circulaire. Et l'idée, en fait, derrière ça, c'est à la fois de comprendre qu'il y a autre chose de possible que le modèle classique qu'on peut avoir et qui est l'économie linéaire qu'on connaît tous classiquement. En fait, il existe déjà depuis très longtemps des modèles qui permettent de faire des boucles plus courtes et de consommer différemment. Mais l'écueil le plus important aujourd'hui, c'est l'impression que chaque citoyen, chaque consommateur peut avoir que ce serait de la seconde classe dès lors que c'est de la seconde vie. Donc il y a aussi à changer un peu notre manière de penser quand on consomme et de se dire que finalement, voilà, acheter d'occasion, ça peut être tout aussi bien. Et il y a toujours cette idée que ce serait un petit peu moins bien, alors qu'en fait, ça peut être même mieux que d'acheter quelque chose de neuf. Donc, il y a à changer aussi les modes de consommation. Merci, madame. Oui. J'ai un petit témoignage de plus dont je me suis rendu compte parce que par ailleurs, je développe aussi une activité justement dans l'économie circulaire avec le même associé d'ailleurs. C'est sur le matériel médical. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que de plus en plus de gens pensent normal quand on a un appareil, un matériel médical, un fauteuil roulant par exemple, qui n'a plus d'utilité, mais qui est en bon état. On se dit, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Donc, on pense à ces filières comme Emmaüs ou d'autres associations pour récupérer ce matériel-là. Par contre, le fait de se dire, quand j'ai besoin de quelque chose, penser à ne pas aller dans un magasin de neuf, mais penser à l'occasion, ce réflexe-là n'est pas encore ancré. Donc ça commence à changer, mais il y a encore un petit peu de boulot. Voilà pour moi. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Catalon, sur l'économie circulaire et le petit documentaire sur Emmaüs. Je vous ai mis les liens dans le chat si vous souhaitez le revoir. Nous passons maintenant à Monsieur Bruno Coudour sur l'analyse du cycle de vie. Je vous laisse continuer, monsieur. Donc, bonjour. Donc, c'est bon, l'écran est partagé? C'est bon, on voit bien. D'accord. Donc, je suis enseignant-chercheur en sécurité incendie, donc pas du tout ma spécialité professionnelle, du moins. Mais je suis sensibilisé au développement durable depuis pas mal de temps. Et donc, je vous parle en tant que citoyen. Et l'année prochaine, j'aurai l'occasion d'aider un collègue spécialiste en ACV. Donc, je vais vous en parler aussi un peu, mais je ne suis pas encore spécialiste non plus. Voilà. Donc, voilà. Donc, de mon côté, j'ai une vision plutôt dubitative de la technologie qui va nous sauver. Mais par contre, je pense qu'on a moyen de faire bien mieux grâce aux progrès techniques qu'on a déjà fait et grâce aux innovations. Mais il faut que tous les acteurs de la société soient sur la même longueur d'onde et efficaces et intègres. Donc, ce n'est pas gagné. La question, c'est est-ce qu'on peut faire confiance aux politiques, aux scientifiques, aux industriels, aux économistes, aux citoyens, aux médias pour aller dans la bonne direction et utiliser les innovations à bon escient. Donc, je vais vous parler dans un premier temps de quelques blocages sociaux, politico, médiatico, industrialo-économiques, même si je ne suis pas un expert dans aucun des domaines. Et ensuite, je parlerai de l'outil ACV comme une des solutions qui permettent de rationaliser un peu ce qu'on connaît, de mieux utiliser ce qu'on connaît. Je pense que comme la lutte contre le Covid, ce sont des enjeux transversaux, c'est un enjeu transversal. Donc, il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'aspect technique, mais il faut aussi regarder les aspects socioculturels, politiques, médiatiques et économiques. Donc, d'un point de vue citoyen, il y a un des grands mots de notre époque, c'est l'ignorance et l'indifférence. On ne connaît pas tout, loin de là, et on a tendance à être indifférent à des problèmes qui sont connus. Donc, est-ce qu'on fera une utilisation responsable des innovations?
sachant qu'un universitaire n'est pas représentatif du français moyen. Donc, on verra quelques exemples, notamment en plastique. Un des problèmes, c'est aussi qu'on a une vision anthropocentrée. Donc là, un exemple, on va se dire que c'est un chevreuil qui traverse la route, mais en fait, c'est la route qui traverse son habitat. Et donc, cette vision anthropocentrée peut amener à des problèmes. Donc là, c'est des pistes de réflexion. Je passais pas mal de slides avec des photos, des pistes de réflexion. Le lien entre progrès et extinction animale, est-ce que c'est de l'ignorance, de l'indifférence ou une vision anthropocentrée du fait qu'on continue à faire de plus en plus d'extensifs? Donc à droite, on voit que en fonction du modèle d'agriculture, on a de moins en moins un écosystème de moins en moins riche. Et est-ce qu'on va vers une extinction de l'homme du fait de l'extinction animale? Aujourd'hui, 75% des aliments de la planète proviennent d'à peine 12 espèces végétales et 5 animales. Donc, le problème du plastique, qui est une des innovations, est-ce qu'on en fait une bonne utilisation? Il y a le problème notamment des océans. Voilà, donc 2 images ici. Est-ce qu'on continue à l'utiliser de mauvaise façon à cause de notre ignorance, de l'indifférence ou de notre vision anthropocentrée? Heureusement, il y a quand même des bonnes choses qui sont faites. Ici, on peut arriver à nettoyer une plage quand même s'il y a beaucoup de plastique. Avec le problème aussi des phytoplanctons qui fournissent 50% de notre oxygène si on détruit leur milieu, à voir. Là, une image pour montrer qu'on préfère jeter une cuillère en plastique plutôt que la laver avec ce qui est jetable. Donc, l'utilisation des innovations, est-ce qu'on va la faire à bon escient, avec le choix souvent de la facilité, malgré les impacts? Est-ce que c'est de l'ignorance ou de l'indifférence pour les effets à long terme? Donc, je voulais parler d'un cas perso où moi, j'ai plus de voiture depuis 2019. Je suis conscient des impacts négatifs de l'importation et de la combustion du pétrole, mais je sais que si j'achète une voiture pour que ce soit plus pratique pour descendre chez mes parents qui habitent à 800 bornes, j'utiliserai chaque semaine à coup sûr pour des faibles distances, malgré le fait que je connais les impacts négatifs. Donc, il y a un problème du choix de la facilité. Autre problème, c'est le pouvoir de l'argent. Là où va l'argent, c'est là où va notre avenir. Une photo que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est une citation de Anna Lapp, qui n'est pas très connue. C'est à chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous votez pour le type de monde que vous voulez. Malheureusement, certains ont beaucoup plus de bulletins de vote que d'autres. Donc 10% des plus riches détiennent 75% des richesses. Sachant que d'un autre côté, 10% des plus riches, c'est 50% des émissions. Il y a aussi ce problème d'injustice de classe, des émissions qui sont principalement dues évidemment à la technologie. Un des problèmes, c'est que l'environnement n'est pas monétisé. On ne donne pas de coût à notre environnement. Il y a juste des interdictions. Donc, ce qui fait que la déforestation est possible. Le fracking pour l'extraction du gaz est possible. Donc, la destruction de notre environnement est possible parce qu'on ne le monétise pas. En 2015, pour prendre la déforestation, on avait 500 km² de forêt détruite par jour, en partie grâce au progrès technique. S'il n'y avait pas ce progrès technique, on pourrait la détruire, mais pas à aussi grande échelle. Donc, c'est principalement pour la viande et l'huile de palme, pour la consommation personnelle, l'agriculture. C'est un gagne-pain pour ceux qui déforestent, donc c'est un problème économique, il y a besoin d'argent. Et pour les autres, ceux qui achètent, est-ce que c'est par indifférence ou ignorance qu'on continue à entretenir cette déforestation? Donc, plutôt un problème social. Donc, voilà, la forêt qui évite, qui a déjà créé un équilibre,
dès qu'on enlève un équilibre, eh ben, on peut s'attendre à avoir des effets pervers ou des effets secondaires, et des fois donc des effets pervers, effectivement. Est-ce qu'on peut faire confiance aux décideurs? Donc, technologie versus nature. Vous avez déjà sûrement vu ce genre de photos sur les réseaux sociaux où la nature fait bien mieux qu'un climatiseur, enfin peut faire beaucoup comparé à un climatiseur avec que l'énergie solaire. Donc, se poser la question de l'utilisation de la nature, déjà dans un premier temps, avant de réfléchir aux innovations technologiques. Donc ça, c'est une image aussi que j'aime bien. Un scientifique qui a inventé une invention... j'arrive pas à enlever les... Voilà. Donc, qui absorbe du dioxyde de carbone pour éviter le changement climatique, qui produit l'oxygène pour notre respiration, qui prévient l'érosion pour éviter les inondations, qui retient l'eau, qui héberge les oiseaux. Voilà. Donc, on peut peut-être faire des innovations, mais la nature nous donne déjà pas mal de choses. Ensuite, le problème entre compétition versus collaboration. Il faut un minimum de compétition pour avancer, mais est-ce qu'il n'y en a pas trop? Est-ce qu'on saura collaborer pour utiliser les innovations à bon escient, avec notamment la question de l'épuisement des ressources? Des ressources naturelles qui, vues socialement, il me semble, sont vues socialement comme inépuisables. Donc, avant de penser à l'innovation, il faudrait peut-être, à mon avis, optimiser l'utilisation des ressources restantes et généraliser l'économie circulaire dont Marie a parlé. Pour la partie alimentation, en 50 à 70 années de progrès technologique, on a une baisse en minéraux, vitamines et protéines dans les aliments de 5 à 40%, particulièrement chez les végétaux. On a bien sûr des résidus de pesticides dans nos assiettes et dans notre corps. Donc, la nourriture industrielle, l'accumulation de pesticides, l'appauvrissement des sols. Donc, la technologie, il ne faut pas se voiler la face. Hein. En agriculture, ça a sauvé la génération de l'après-guerre. Ça nous a permis de ressortir de l'après-guerre. Mais qu'en est-il des générations actuelles et à venir? Il faut se poser la question. Donc, ça a été bénéfique un temps. Est-ce que ça l'est toujours? Et donc, les consommateurs, on consomme majoritairement des aliments industriels et issus de l'agriculture intensive, malgré les problèmes sanitaires et environnementaux que l'on connaît. Est-ce que c'est par ignorance, par indifférence, parce que les effets sont à long terme? Il y a certains, c'est des problèmes financiers, ils n'ont pas le choix que d'acheter des aliments discount, ça c'est sûr. Le problème du fait qu'on pense que par notre consommation, on pense qu'on ne sera jamais touché. Pour certains, dont les plus riches, ils pensent qu'il n'y aura pas de souci. Donc c'est aussi un problème de penser que ça ne nous atteindra pas. Le problème de l'individualisation du citoyen, dont Jacques Généreux a parlé. Cet individualisme, je l'ai imagé par cette photo. Alors pourquoi, maintenant qu'on a des innovations qui nous permettent d'avoir des transports en commun, pourquoi on utilise toujours autant la voiture? Est-ce que c'est l'individualisme, ça c'est sûr? Est-ce que, vu les effets que ça a, est-ce que c'est un manque de recul ou un manque d'alternatives aussi proposées par les mairies? Le problème de l'abnégation et du court-termisme. Donc, on va avoir une vision plutôt à court terme et on va avoir du mal à se priver de quelque chose pour une vision à long terme. Qui voudrait vivre dans un monde meilleur et plus harmonieux, tout le monde, qui est disposé à baisser sa consommation, et ben, moins de monde. Donc, arrivera-t-on à limiter son utilisation de la technologie pour une vision à long terme? Est-ce qu'on peut faire confiance aux citoyens? Donc, il y a notamment ceux qui doutent du changement climato-sceptique, donc qui vont dire qu'il n'y a pas de preuves. Ensuite, quand on voit quelques preuves, ils vont dire qu'on pourra s'adapter.
Ensuite, quand ça se gâte, on va penser que les technologies vont nous sauver, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et donc, il y a quelques problèmes d'ignorance des problèmes qui existent, une indifférence, des visions à court terme, une défiance scientifique aussi. Un autre problème, un autre blocage, c'est le modèle capitaliste actuel qui est basé sur la rentabilité personnelle et non le bénéfice de tous. Donc, vous voulez du charbon, on a les mines. Vous voulez de l'huile, on a le gaz. Bref, on possède, tant qu'on possède, ça va. Vous voulez de l'énergie solaire. Et là, au début, on disait que c'était pas, on peut dire que c'est pas faisable d'un point de vue capitaliste parce qu'on n'a pas de bénéfice à avoir. Bon, maintenant, il y a la technologie photovoltaïque qui permet de vendre quelque chose quand même. Et pareil, un cycliste, il n'a pas grand intérêt, on n'a pas grand intérêt d'un point de vue économique à généraliser le cyclisme. Se poser aussi la question de l'innovation technologique au bénéfice de qui, de quoi. Donc la société existe pour le bénéfice des hommes et non les hommes pour le bénéfice de la société. Donc, il faut faire attention. L'être humain est né pour être aimé et les biens matériels fabriqués pour être utilisés. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre le contraire? Le problème toujours de qui est au centre. Donc, est-ce que c'est l'humain ou l'économie au centre de notre société? Est-ce qu'on est vu par la société comme un citoyen ou un consommateur? Donc, le changement climatique menace notre existence. Il n'y a pas grand monde qui réagit. Et si on dit que ça menace notre économie, ben, il peut y avoir plus de réactions. Problème de gouvernance. Est-ce qu'on est gouverné que par des boomers qui ont tendance à minimiser les problèmes de leur avenir parce qu'ils ont moins d'années à vivre, donc c'est un fait. Donc, une image qui avait été émise pendant le Covid. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen, avec la réaction d'une enfant. Donc, on va taxer les pollueurs qui menacent mon avenir. Mais donc, certaines personnes pourraient lui répondre ton avenir, sachant le nombre d'années qui reste à vivre. Vous nous Problème des faites une médias. petite conclusion, Monsieur Ouais, Coudour, pour qu'on puisse passer d'accord. à la phase de questions-réponses. D'accord. Donc, problème des médias, Merci. problème des fausses idées, fausses bonnes idées, le progrès un peu trop rapide. Euh, donc, donc, il y a différents problèmes qu'on vient de voir. Les solutions, ça serait des lois pour moraliser la technologie, monétiser l'environnement et utiliser des outils pour être plus objectif possible face au niveau de la technologie. Et donc, je vais vous parler brièvement de l'ACV. Donc, l'ACV, c'est dû au fait qu'on a perdu le contact avec la provenance et le fonctionnement des objets. Un interrupteur, quand on l'allume, ça a de nombreuses répercussions. L'outil ACV, ça provient de trois piliers du développement durable, social, économique et environnemental. L'ACV, c'est pour le côté environnemental, sachant qu'il existe aussi des outils pour le partie économique, analyse du coût économique, une partie pour le social, analyse des risques de cycle de vie. Donc, pour l'ACV, il faut prendre en compte 4 étapes qui vous pouvez faire consulter la technique de l'ingénieur qui a été rédigée en 2022 par mon collègue. Donc, c'est lui l'expert, un peu moins moi. Moi, je vais l'aider l'année prochaine. Sachant que le transport, ben, il est pris en compte dans toutes les étapes et entre chaque étape. Donc, ici, on a un exemple d'un produit qui a été fait conçu en Suède, vendu aux États-Unis et fait en Chine. Voilà. Donc, l'ACV, c'est pour comparer l'impact global de systèmes concurrents, mais aussi de voir quelle étape d'un cycle de vie peut être plus gourmande, plus impactante pour l'environnement. Donc, le but, c'est de regarder matière, énergie qui rentrent et de regarder les sorties sur différentes pollutions. Donc, on peut voir ici. Donc, j'avais 2 exemples, emballage pour liquide et
carburant. Donc, pour les emballages, eh ben, ici, quelques exemples de tout ce que ça impacte de faire du verre, tout ce que ça nécessite. Ici, tout ce que ça nécessite pour faire de l'aluminium, tout ce que ça nécessite pour faire du plastique. Donc, quelques résultats. Il n'y a pas de vainqueur. Chacun a leur point faible et leur point fort. C'est d'ailleurs la raison sûrement pour laquelle les grands distributeurs de boissons vendent dans les différents contenants, plastique, aluminium ou verre. Le polyéthylène est vainqueur si le critère, c'est l'épuisement des ressources. Et, voilà. Donc, d'un point de vue des énergies fossiles, l'agrocarburant est mieux d'un point de vue changement climatique, mais pas tant d'un point de vue effet de serre, car il nécessite des engrais pour l'agriculture, et pas tant aussi non plus d'un point de vue écotoxicité, car un agrocarburant contient plus d'oxygène qu'un carburant classique. Sachant que l'ACV ne prend pas en compte l'éthique dans l'étude. Donc voilà, j'espère que la technologie va nous sauver, mais je n'ai pas envie de prendre le risque qu'elle n'y arrive pas. Ce qui me rassure, c'est qu'on tend toujours naturellement vers un équilibre. Donc, des temps difficiles créent des hommes forts, des temps forts créent des périodes de paix, des périodes de paix créent des hommes faibles, et des hommes faibles créent des temps difficiles. Voilà, désolé pour avoir dépassé, et j'espère avoir ouvert quelques pistes de réflexion. Merci, Monsieur Bruno Coudour, de votre intervention. Je m'excuse de vous avoir un peu pressé parce qu'il faut qu'on suive un petit peu le timing. Je comprends très bien. Merci beaucoup. Donc là, nous allons passer à la phase de questions-réponses. Nous allons reprendre les questions que nous avons eues tout à l'heure. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite. Et pour les étudiants du département Clio, c'est maintenant pour les questions étudiantes. Donc, première question pour l'obsolescence programmée, Madame Lydie Tolmer. Quel levier pour faire évoluer les pratiques des industriels qui ont basé pour beaucoup leur modèle économique sur l'obsolescence? C'est une vaste question. Merci à l'étudiant ou l'étudiante qui a posé cette question. Donc, tout vient par la sensibilisation. Alors, il faut savoir que, je vais essayer de faire très court, mais qu'un des pionniers du cartel de Phébus, qui était Philips, qui a initié ce cartel en 1924, son arrière-petit-fils, maintenant, qui a repris la tête de l'entreprise Philips, a créé, inventé la lumière, l'ampoule qui ne grille pas. Donc, vous voyez, les mentalités ont changé en fait entre l'arrière-grand-père et l'arrière-petit-fils. Et donc, lui, il a pris le contre-pied de son arrière-grand-père et il a décidé que lui, il allait faire des ampoules qui allaient fonctionner à vie. Pour faire en sorte que les pratiques des industriels soit plus vertueuse, on va dire, c'est aussi une question de pouvoir des consommateurs. C'est-à-dire que si vous allez acheter, je dis n'importe quoi, des objets dont la garantie, par exemple, ne serait-ce que commerciale, est à vie, par exemple, eh bien forcément, les concurrents vont devoir finalement s'aligner. On a quand même, comme disait M. Coudour, on a quand même un levier, c'est-à-dire qu'on achète, ce qu'on achète, la façon dont on dépense notre argent montre dans le pays, dans le monde dans lequel on va vivre en fait. Donc si vous achetez des produits durables, des produits responsables, éco-responsables, éco-conçus, forcément les autres concurrents, les autres commerçants qui ne le font pas vont devoir le faire. Par exemple, si vous avez un professionnel qui, sans rechigner, vous accepte la garantie égale de conformité au premier mail, vous allez avoir plus facilement tendance à retourner auprès de ce professionnel si vous deviez racheter quelques années plus tard. Ou si vous aviez une machine à laver qui a duré 15 ans ou 20 ans et qu'elle tombe en panne, vous allez plus facilement aller vers vers ce professionnel-là et pas un autre. Donc finalement, ça va être finalement le consommateur qui a un pouvoir qui est beaucoup plus grand que ce qu'on peut penser. Et puis, il y a, alors, je ne vais pas faire de la pub pour Hop,
pas la compagnie aérienne, mais l'association, qui a en fait un institut de la durabilité qui en fait en ce moment regroupe à peu près 20 à 25 entreprises qui sont engagées dans le durable et la lutte contre l'obsolescence programmée. Vous avez un peu toutes des entreprises un peu plus connues que d'autres et qui ont pour but finalement d'avoir un modèle économique différent que de celui qui est prôné par le capitalisme. Prochaine question, toujours sur l'obsolescence programmée. Qu'en est-il des réglementations provoquant une obsolescence écologique des véhicules? C'est une bonne question. Alors, je ne connais pas vraiment les réglementations qui provoquent l'obsolescence écologique des véhicules. Moi, j'avais le Dieselgate en tête, mais je ne pense pas que ce soit ça qui était dans la tête de la personne qui a posé la question. Si vous voulez, je peux faire quelques recherches et je peux revenir vers vous. Ou alors, on échange les adresses mail et vous poserez la question peut-être de façon plus précise pour que je puisse vous renseigner au mieux. Alors, une question dans le même genre. A-t-on une idée de ce que la volonté de passer au véhicule électrique va représenter dans ce type d'obsolescence? Là encore, j'ai pas trop je le vois. A-t-on une idée de ce que la volonté de passer au véhicule électrique va représenter dans ce type d'obsolescence? Oui, c'est toujours oui, l'obsolescence écologique. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on va passer au véhicule électrique pour être écolo, mais c'est pas si écolo que ça. Enfin, je veux dire, toutes les études s'accordent à dire que les véhicules électriques, c'est moins pire à ce qui paraît, mais c'est pas. Il vaut mieux faire du vélo. C'est bête à dire, mais il faut mieux faire du vélo, quoi. C'est malheureux, mais oui, je pense que inconsciemment, les gens vont acheter des véhicules électriques en se disant que c'est écolo, en se disant qu'ils vont arrêter de faire du mal à la planète et qu'ils vont pouvoir continuer à faire de la voiture pour 500 mètres plutôt que d'y aller à pied ou à vélo, vous voyez. Donc, c'est vrai que je pense que l'obsolescence écologique va avoir de plus en plus de poids face au greenwashing un peu ambiant qu'on vous dit que le véhicule électrique est beaucoup plus écologique que le véhicule diesel ou essence d'ailleurs. Si je peux compléter, en fait, j'ai l'impression en tant que citoyen, enfin voilà, gens, personne, on a ce biais en fait de chercher des solutions face à un problème qui nous dépasse, de chercher des solutions faciles à comprendre et à concevoir. Et c'est pour ça qu'on est toujours tenté de se dire « Ah, ça y est, on a trouvé une solution écologique, que ce soit les politiques ou nous-mêmes. » Et donc, ça y est, l'électrique, c'est plus écologique. Donc, j'ai coché une case dans mon cerveau et c'est bon, je fais une bonne action. Et en fait, il n'y a aucune solution qui soit bien, parce qu'à partir du moment où on va tout mettre sur une solution, on va créer des déséquilibres d'une autre manière. Donc, et je crois que Bruno Coudeau le disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est plus un équilibre dans les différents systèmes qui serait intéressant et non pas vouloir une solution écologique. Ça n'existe pas, en fait, en tant que tel. Non, clairement, je suis tout à fait d'accord avec vous. La solution écologique miracle qui viendrait sauver l'humanité de son péril, non, n'existe pas. Clairement, là-dessus, on aura beau être le plus écolo possible et boire l'eau de la rivière que non, ce n'est pas possible en fait. Il faudrait. Donc non, voilà, ça peut être, je pense aussi, oui, ce greenwashing finalement. Hein, c'est plus ou moins du greenwashing de faire croire aux gens que votre SUV, parce qu'il ne rejette pas plus de je ne sais pas combien de milligrammes de je ne sais pas quoi dans l'atmosphère est hyper écolo ou je ne sais pas quoi. Non, c'est pas écolo. Quoi.